Eroneia, scuola di filosofia, éponge de lumière. Revenir au b.a.-ba de la nature et de la science. Mais mes éponges de lumière ne sont pas de la vulgarisation scientifique visant à enrichir le bagage de citations du Philistin cultivé. Bien au contraire, mes éponges de lumière, je l'ai dit et fait dès leur début, sont des cours visant à réveiller l'intelligence de ceux qui les suivent réellement afin de désinhiber son accès direct à la nature, dont les mathématiques elles-mêmes sont une partie. Autrement, M. Dussautois ne dirait pas que pour le mathématicien, les nombres premiers sont un don de la nature. Il s'agira donc, dans ce qui suit, d'arriver à toucher des mains de notre intellect et de notre imagination correctement conduite toutes les vérités que dans ce si beau passage de M. Dussautois j'ai surligné en jaune. Or, notre finalité étant de nous apercevoir réellement, par expérience personnelle directe et actuelle, du fait que tout le monde croit et voit vraie la conjecture de Goldbach, 2n égale P plus P, que pourtant personne n'est pas encore arrivé à démontrer. Dans ce chapitre 3, nous viserons à toucher des mains de notre intelligence la vérité que les nombres premiers sont le socle ultime, l'indivisible unité de mesure des nombres arithmétiques et donc non seulement bien sûr de leur identité, mais aussi de leur identifiabilité, c'est-à-dire de leur simple présence devant nous comme entité mathématique perçue sur la feuille par nos yeux physiques. Le niveau de compétence mathématique demandé ne dépassera pas celui d'un élève de 6e ou aux prises avec la somme entre deux fractions. En revanche, le niveau de soif de vérité philosophique demandé sera très largement suffisant à décourager tous les esprits pleutres, tièdes, assédieux, paresseux, poltrons, que le hasard aura conduit à hâtivement écouter tout ce qui précède. À ces esprits éternellement en file d'attente agacés, je dis dès maintenant merci, likez, abonnez-vous à la chaîne et bye bye. Trois, 2. Les nombres premiers sont l'ADN des nombres arithmétiques composés. Ils sont leurs éléments ultimes et strictement indivisibles, garants de leur identité et donc de leur présence effective devant nous. La première chose à établir pour démontrer cela est que les nombres premiers sont des nombres irréductiblement arithmétiques. Tout ce qui va suivre puise sa sève nourricière
dans mon livre de 2011, La genèse des mathématiques et la puissance dynamique du mental humain, une démonstration d'existence. Qui a été magnifiquement préfacé par M. Bruno Damoré, alias Orso Blue. Qui a aussi copréfacé mon Sperare nella scuola avec Jean d'Ombre, mon directeur de thèse, qui hélas a par la suite carrément perdu la boussole en soutenant, lors de ma soutenance à moi, que j'avais perdu la mienne, que Dieu la lui fasse retrouver. Amen. Et Gérard Vergniaud, qui était, de même que Orso Blue, tous les deux mes co-rapporteurs de thèse. Un superbe psychologue didacticien des mathématiques et grand fan de mon Eironeia, dont il écrivait une aventure ambitieuse, formidablement originale. Il faut soutenir, je soutiens. Gérard Vergniaud était par ailleurs élève direct de Jean Piaget, son directeur de thèse à lui. Ce qui en démontre l'extraordinaire honnêteté intellectuelle, car les mathématiques et la psychologie développementale de Jean Piaget en sont sous-bassement logiciste, bourbakiste et en sa démarche constructiviste, diamétralement opposée à ma théoria, irréductiblement contemplative, sont dans ma thèse l'objet d'une réfutation longue, détaillée et sans merci de ma part. Revenons à nos moutons. 3 points de pointin. Les nombres premiers sont des nombres irréductiblement arithmétiques, auxquels seulement l'homme qui sait lire peut accéder à travers leur cryptogramme. L'énigme du primate qui sait lire. Notre capacité d'apprendre à lire pose une curieuse énigme que j'appelle le paradoxe de la lecture. Nous partageons les émotions de Nabokov et la théorie d'Einstein avec un cerveau de primate conçu pour la survie dans une savane africaine. À l'école élémentaire, nos enfants apprennent les mathématiques modernes avec un cerveau initialement destiné à la survie dans la savane africaine. Stanislas Dehaene, chef de file du neurodarwinisme qui fait des ravages à l'âge actuel, est victime de lourdes hallucinations, étant capable sous nos yeux de percevoir un enfant assis sur les bancs de l'école et de voir un primate qui, énigme, sait lire. Inversement, quant au nombre, Dehaene voit ce primate dans sa cage et perçoit un enfant qui est à l'école et fait des opérations sur les fractions. Il montre en effet que le singe ici dessiné saisit non seulement le nombre, l'ainsi dite numérosité des ensembles de choses qu'on lui présente, bref, qu'il sait compter et faire la différence entre 2, 3,
4 pommes entières, mais qu'il sait aussi saisir la différence entre leurs parties. Il sait par exemple reconnaître devant lui la quantité 1/4, ce que j'ai représenté en dessinant dans la bulle du singe, confronté à des couples d'objets dont l'un est 1/4 de l'autre, un rectangle coupé en 4 dont la partie en vert est 1/4 du rectangle entier, pour signifier ce fait que le singe saisit mentalement, dans son imagerie mentale, la pure et simple quantité 1/4, trait commun abstrait des deux couples d'objets concrets en présence. Mais voilà comment Dehaene s'exprime autour de cette capacité des primates de saisir des quantités partielles abstraites car communes à plusieurs objets concrètement perçus. Le chimpanzé maîtrisa immédiatement cette mise en correspondance entre le quart de verre et le quart de gâteau sur la base de l'apparence physique. Il fondait apparemment sa réponse sur la similarité conceptuelle entre un quart de verre et un quart de gâteau. L'expérience connut le même succès avec les fractions 1/4, 1/2, 3/4. Erreur et horreur. En disant que cette expérience connut le même succès avec les fractions 1/4, 1/2 et 3/4, Dehaene applique les symboles arithmétiques 1/4 et 1/2 tant au monde concret des objets qui entourent le singe, ce qui est en l'occurrence banalement correct, qu'au monde intérieur de ses propres représentations mentales, comme si ce singe avait mentalement affaire aux objets, en réalité aux symboles 1/4, 1/2 et 3/4. Aucune fraction n'est pourtant devant le chimpanzé qui ne voit que des verres de lait et des gâteaux et qui ne sait pas lire. Et si sans doute il accède mentalement à l'image mentale 1/4, l'élément en vert dans la bulle, comme trait commun entre les deux couples d'objets perçus, image mentale que Dehaene appelle erreur, horreur, concept, nous n'avons pas le droit de placer dans sa bulle mentale la fraction 1/4. Démontrons-le définitivement en considérant un texte où Dehaene prétend que le singe sait exécuter l'addition 1/2 plus 1/4 égale 3/4. Dans leur dernière expérience, Woodruff et Premack allèrent jusqu'à proposer aux chimpanzés une combinaison de deux fractions. Lorsque l'échantillon comprenait 1/4 de pomme placé à côté d'un demi-verre de lait et qu'on donnait à l'animal à choisir entre un cercle complet et 3/4 de cercle, l'animal optait pour ce dernier choix plus souvent que ne l'aurait prédit le hasard seul. Il effectuait donc une opération mentale comparable à l'addition de deux fractions 1/2 plus 1/4 égale 3/4. L'erreur, horreur, commise par M. Dehaene, erreur, horreur, provenant bien sûr du fait que lorsqu'il voit un élève de CP qui apprend à lire, il perçoit un primate
et que lorsqu'il voit un primate qui convoite et choisit des tranches de gâteau, il perçoit un élève de 6e qui additionne des fractions. Cette erreur-horreur, dis-je, est en tous les cas la même que celle de la pizza gâteau didactique qui, depuis des siècles, infeste notre planète et qui nous enseigne les fractions 1/2, 1/3, 1/4, encore et encore, en termes de découpage de cercles, tarte à la crème et de rectangles bûches de Noël. Comme cet 1 égale 1 rectangle qui apparaît dans ce texte, coupé à cette fin en 2, 3 et 4 parties. Si nous divisons une grandeur, un segment, un angle, un poids, etc., en 2, 3, 4, etc., parties égales, nous obtenons 1/2, 1/3, 1/4, etc., de la grandeur donnée. Ci-dessous, nous avons représenté 1/2, 1/3, 1/4 d'un rectangle. Confrontons en effet notre primate, qui, le pauvre, n'y est pour rien, à cette même image, bien conscient toutefois que, malgré les hallucinations de M. Dehaene, un primate ne sait pas lire. Le résultat en sera ceci. En notant l'élément central, confronte-le maintenant à, comme Dehaene s'exprime, l'équivalent mental d'un échantillon comprenant 1/4 de pomme, ici l'élément en vert sur la droite, placé à côté d'un demi-verre de lait, ici l'élément en jaune sur la gauche. Promettons-lui maintenant un gourmand repas à l'aubergine s'il arrive à additionner 1/4 pour Dehaene, la fraction 1/4, du rectangle sur la droite, à 1/moitié pour Dehaene, la fraction 1/2, du rectangle sur la gauche. Le résultat, d'abord mental et puis pratique, en sera le suivant. Or, l'action exécutée par ce primate de réunion de la partie jaune à gauche et de la partie verte à droite n'est en aucun cas l'opération d'addition entre les deux fractions 1/2 plus 1/4 égale 3/4. Pourquoi ? Car ce singe, confronté aux deux rectangles jaune et vert, et bien désireux des aubergines promises, s'empressera de tout simplement les rapprocher en obtenant immédiatement le rectangle jaune et vert. En revanche, pour transformer 1/2 et 1/4 en 3/4, il nous faut nous arrêter et préalablement 1. Calculer leur commun dénominateur, 4. 2. Intervenir de manière proportionnelle sur leurs deux numérateurs.
1 demi plus 1 quart égale 2 quarts plus 1 quart égale 2 plus 1 sur 4 égale 3 quarts. À la différence du rectangle jaune et du rectangle vert qui, en tant qu'objet imaginé ou perçu qu'il soit, nous permettent l'action immédiate de leur regroupement, les symboles, 1 demi et 1 quart, signifiant des nombres effectivement arithmétiques, nous obligent aux deux calculs si encadrés. Cela montre trois choses d'importance primordiale. 1. Un nombre arithmétique, comme les nombres premiers le sont, est une entité qui nous est accessible uniquement par son symbole, malgré la Wikipédia didactique qu'on nous inflige à coups d'images d'objets qui n'ont rien à faire au nombre dont, soi-disant, elle nous parle. 2. Par conséquent, un nombre arithmétique n'est saisissable que par un homme qui sait lire, malgré les hallucinations de Dehaene et compagnie, qui, face à un enfant qui apprend à lire, y voit l'énigme d'un primate qui le fait et qui, sans aucune légitimité, nous vendent des propos comme « l'expérience avec les singes connut le même succès avec les fractions 1 quart, 1 demi et 3 quarts. Un primate ne sait pas lire et dans le monde réel, il est impossible de le lui apprendre. Un abîme infranchissable le sépare donc des fractions et du calcul de leur somme. Un nombre arithmétique nous impose des limitations opératoires, ici le calcul du commun dénominateur entre deux fractions et la correspondante mise à niveau de leur numérateur, qui n'existent aucunement au niveau des gâteaux. Notre sympathique primate aura donc exécuté l'action de regrouper les deux parties de rectangle jaune et verte en obtenant leur cumul jaune-vert et gagné son trophée à l'aubergine sans devoir prendre la peine de s'arrêter aux deux passages intermédiaires en question, car tout simplement, il ne s'agit pas de deux fractions. Et si vous vous demandez d'où je sais que les célèbres primates calculateurs aiment les aubergines, voilà la réponse qui fascine au plus haut point M. Dehaene. Devant un singe volontaire, intrigué par la présence de l'homme, l'expérimentateur, en pleine jungle, cachait successivement 2 aubergines dans une boîte fermée. Puis, dans certains essais seulement, il en escamotait une avant d'ouvrir la boîte, tandis qu'un collègue mesurait, par vidéo, à quel point le singe était surpris. L'idée même de sérieux chercheurs planifiant des tours de magie avec des aubergines en pleine jungle devant un public de singes me fascine au plus haut point.
première vérité autour du nombre arithmétique. Un nombre arithmétique n'est saisissable qu'à travers son symbole ou chiffre. Et ce simple signe nous en apporte la présence sensible, aussi immédiatement que le dessin d'un triangle en géométrie, et sur ce, nous payons quand même notre dette envers l'excellent monsieur de Haen, comme nous allons le voir tout de suite. Mais attention, cette présence sensible du nombre lui-même devant nous grâce à son cryptogramme n'est ni, évidemment, la présence d'un objet autre que le nombre lui-même, comme une pizza ou des petites balles colorées. 2. Ni, comme au contraire le prétend monsieur de Haen, le sens du symbole cryptogrammatique qui le manifeste et qui reste tout à décrypter. Au fait, l'excellent monsieur de Haen nous apprend la source peut-être essentielle de tous les délires de notre imagination reptilienne, égal réflexe et mécanisé, qui, dès que le symbole d'un nombre, à savoir le chiffre cryptogrammatique, derrière lequel il se cache, crypto signifie justement caché, frappe nos yeux, immédiatement projette sur l'écran de notre conscience, car on l'a ainsi formaté, des petites balles et des tranches de gâteau. Le réflexe de comprendre. Il est impossible de voir la forme du chiffre 5 sans la traduire, presque instantanément, en la quantité 5. Et ce, même lorsque cette traduction ne nous est d'aucune utilité. Comprendre les nombres fonctionne donc comme un réflexe. Supposons par exemple que je vous montre 2 chiffres et que je vous demande de me dire le plus vite possible s'ils sont identiques ou différents. Peut-être pensez-vous prendre votre décision en vous fondant uniquement sur l'apparence visuelle des chiffres, mais la mesure du temps que vous mettrez à vous décider prouvera qu'il n'en est rien. Vous mettrez systématiquement plus de temps pour décider que 8 et 9 sont des chiffres différents que pour parvenir à la même décision avec les chiffres 2 et 9. La différence numérique, une fois de plus, détermine la vitesse de réponse. Nous répugnons à répondre que 8 et 9 sont des chiffres différents, car ils représentent des quantités très semblables. En d'autres mots, ce que M. de Haen appelle le réflexe de erreur-horreur, comprendre que, selon son hypothèse, l'évolution aurait greffé sur nos neurones, destinés à la savane, montre que la source de notre hallucination collective de petites balles et pizzas est dans le fait qu'une fois appris à lire, lorsque en T1 nous percevons le chiffre 5, ce que nous saisissons directement n'est pas justement l'apparence visuelle de ce signe que par la suite en T2 nous interpréterions selon ce qu'il nous signifie. Non, ce que nous percevons directement en présence du chiffre 5 est l'image mentale du nombre 5 en son étendue sensible, selon de Haen son sens, d'où son expression horriblement trompeuse, réflexe de comprendre. De même que, face à ce pentagone, nous percevons un pentagone.
Bref, lorsque nous percevons des chiffres, nous voyons directement des nombres, en leur quantité sensible, concrète et individuelle devant nous. L'objet propre du symbole arithmétique, du chiffre représentant un nombre, est donc le nombre lui-même, en sa pureté encore non appliquée à des objets autres que lui, soient-ils des pizzas, des figures géométriques, des cantas ou des bosons. Deux, mais cet objet étendu devant nous, cette quantité numérique, n'est non plus le sens caché derrière, et par son cryptogramme, pas plus que le sens de ce pentagone-ci ne soit sa simple présence devant nous. L'étendue numérique que nous visualisons, par réflexe derrière le chiffre 5, dès que son apparence visuelle frappe notre rétine, n'est pas le sens de ce signe, mais bien le nombre 5 lui-même, comme cet objet-ci, perçu en son étendue aussi réelle que celle de ce pentagone-ci, tout autour de lui. Confirmation en est que cet objet, ce nombre 5, que nous visualisons par réflexe dès que nous sommes confrontés à son cryptosigne, le chiffre 5, peut avoir des comportements tout à fait étonnants, car justement, leur sens, leur nature et leur provenance nous échappent complètement, et qui sont pourtant bien réellement devant nous. Démontrons-le, dépassant d'un bond bien vertigineux toute la Wikipizza didactique des fractions, qui, comme nous le savons très bien, nous offre ce type d'imagerie. Posons-nous sur cette base, face au chiffre 5, que grâce à Wikipizza, nous visualiserons par réflexe conditionné comme ce beau gâteau entier dénommé 5. C'est-à-dire comme le nombre bourdon 5, que nous partageons maintenant en deux parties égales entre elles, grâce aux chiffres, nous donnant un accès réflexe aux deux nombres bourdons 5/2 et 5/2. Or, attention, selon la Wikipizza didactique, je peux reconstituer l'entier de départ, rien que grâce à la multiplication, 5/2 fois 2 égale 5, qui fait intervenir Sa Majesté la Reine, 2. Mais cela m'impose d'admettre que, donc, 5 est bien un nombre divisible en les deux nombres bourdons 5/2 et 5/2, et que donc 5 est un nombre pair. En êtes-vous étonné? Si oui, sachez que vous êtes en bonne compagnie, car c'est pour cette précise raison que ces abrutis d'anciens, Euclide entre autres, n'admettaient même pas la notion de nombre fractionnaire. Mais j'en suis sûr, pas assez.
Et un tel manque d'étonnement afflige surtout ces matheux affûtés d'entre vous qui auront immédiatement démasqué la triche. Évidemment, se sont-ils dit. Un nombre pair est le double de deux nombres naturels, ce qui en langage wikimatheux s'écrit comme suit. Entier naturel pair égale 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, égale 2, tel que n appartient à n, égale 2n. Wikipédia. Tandis que 5 sur 2 est un nombre rationnel. Mais justement, cette correction assez, admettez-le, agacée et hâtivement infligée comme si les maths c'était de l'orthographe, est faite exprès pour éviter tout l'étonnement qu'avec ma triche, qui en réalité n'en est surtout pas une, je comptais provoquer. Pourquoi ? Car elle rate l'essentiel, gros comme un éléphant, de ce que cette même triche, qui n'en est surtout pas une, met au grand jour. Quoi donc ? Mais évidemment qu'il n'existe pas, qu'il n'est même pas imaginable, un gâteau impair. Toute étendue imaginable, envisageable, visualisable, est de par sa propre nature divisible par deux. Essayez, justement là, maintenant, d'imaginer une étendue quelconque, d'espace, de matière, de temps, de mouvement. Visualisez-la devant vous et cherchez maintenant de lui empêcher d'être divisible par deux. Vous n'y arrivez pas ? Pourquoi ? Car une étendue non divisible en deux parties égales est inimaginable, et donc impensable. Ou bien êtes-vous capable de penser une étendue sans l'imaginer ? Donc, pour être impair, il faut obligatoirement être l'étendue d'un nombre. L'étendue impaire du nombre 5, que par réflexe nous visualisons dès que le chiffre 5 frappe nos yeux, et que par ce même réflexe nous divisons par 2 face, et surtout grâce au chiffre 5 sur 2, n'est tout simplement pas visualisable ni par notre imagination, toute seule, ni par notre pensée, toute seule. Ce pourquoi on appelle son signe un cryptogramme. Et pourtant, la voilà. L'étendue à la fois signifiée et cachée par le cryptogramme 5 se trouve bien devant nous, plus grande que 4 et plus petite que 6.
En êtes-vous étonné? Pas assez. Un nombre impair, ce n'est pas du gâteau ni rien d'autre qui soit imaginable. Mais alors, c'est quoi, au juste, qu'un nombre? Et qu'est-ce que cela signifie, typoté semainei, ce signe qui à la fois le dévoile et le cache? Écoutons ces questionnements carrément traumatisés sur la bouche d'un autre grand dyscalculique. L'antipsychiatre génial Ronald David Laing, qui, dans son La politique de la famille, essaya même, une fois s'étant remis de ce premier matux traumatisme, de mathématiser la structure de base des traumatismes psychiques. Rien que ça. Les mathématiques sont le grand regret de ma période scolaire. Jusqu'à la fin de la 4e, j'eus un seul professeur surnommé le taureau, puis j'eus le lapin de la 3e à la 1re. J'avais eu de bons résultats, mais sombrais dans l'idiotie au départ du taureau. Je pouvais encore faire des calculs arithmétiques, mais je me trompais souvent. Je n'arrivais pas à comprendre mes opérations. Je ne comprenais pas la multiplication, ni la division, ni même l'addition. Je ne comprenais pas comment la distance entre deux points divisibles à l'infini était identique à la distance entre deux points quelconques. Pire, je ne savais pas ce qu'était un nombre. Qu'est-ce qu'un nombre? J'essayais bien de me le figurer, mais il existe des nombres inimaginables, et ainsi de suite. Je vivais un horrible cauchemar et connus un immense soulagement en rendant mon dernier devoir de mathématiques pour ne plus jamais infliger à mon esprit cette véritable douleur mentale, ce désarroi. Et voilà. Le simple fait que ces questionnements nous s'imposent avec une telle évidence démontre bien que la quantité numérique 5 immédiatement représentée par le chiffre 5 n'est pas le sens de ce cryptogramme, ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez bien, chers amis, que le réflexe mis en place lors de notre apprentissage à lire et qui nous fait voir une étendue arithmétique dès que le cryptogramme 5 frappe notre rétine. Ce réflexe est bien loin de nous faire comprendre quoi que ce soit autour du sens de la réalité, de l'objet, le nombre 5, quand le signifiant il nous donne à voir. Tout au contraire, ce que ce réflexe met en place est bien plutôt notre capacité de pénétrer un univers d'objets au comportement parfaitement énigmatique dès le début. Si seulement nous décidons d'emprunter la noble voie du mathématicien dyscalculique, à savoir du philosophe contemplatif en sa théoria, plutôt que celle du matheux agacé, trop affairé dans ses calculs pour avoir le temps de s'en étonner.
Voilà donc bien établie notre première sur 3 vérités autour du nombre arithmétique. Un nombre arithmétique n'est saisissable qu'à travers son symbole ou chiffre. Et ce simple signe nous en apporte la présence sensible, aussi immédiatement que le dessin d'un triangle en géométrie. Et cette présence sensible du nombre lui-même devant nous, grâce à son cryptogramme, n'est 1, ni la présence d'un objet autre que le nombre lui-même, comme une pizza ou des petites balles colorées. 2. Ni le sens du symbole cryptogrammatique qui le manifeste et qui reste tout à décrypter.